Pas trop sûr que la plupart d'entre vous, auditeurs qui voulez bien depuis des années déjà m'accorder votre confiance, pas trop sûr que vous sachiez de qui je parle en prononçant devant vous le nom de Louis Massignon, dont on vient de publier la correspondance qu'il échangea avec Claudel. Mais c'est évidemment Claudel qui, dans l'affaire, retiendra surtout notre attention, parce qu'il y a là des documents bien curieux. C'est à un jeune professeur de Besançon, Marcel Malisset, que nous devons cette publication. Malisset est quelqu'un qui sait travailler, et dont les travaux claudéliens sont tout à fait remarquables. Malheureusement ici, d'une part, pour des raisons de dimension, je suppose, il arrête la publication de cette correspondance en 1914, alors que la dite correspondance s'est poursuivie bien longtemps après, lui-même nous indiquant 127 lettres de Claudel à Massignon entre 1917 et 1955, année de la mort de Claudel. Et d'autre part, ce qui est bien irritant, dans les pièces mêmes qu'il nous livre, il a cru devoir effectuer quantité de coupures. Ça me rappelle cette première édition jadis de la correspondance de Flaubert, où le pauvre cher Jean Pommier, aujourd'hui disparu, s'était cru obligé par pudeur à des suppressions monumentales. Et ma foi, rien n'est plus agaçant, vous savez, quand on lit des textes, que de tomber sur des points de suspension entre crochets qui marquent le coup de ciseau. Si encore, comme ont fait les Russes en publiant le journal intime de Tolstoï, ils nous disaient « ici tel nombre de mots ou de lignes censurés », mais non, rien. Le trou, l'occultation brusque, sans commentaire. Je m'en suis expliqué par lettre avec Malisset. J'ai compris, oui, j'ai compris, c'est raison. Il y a des susceptibilités familiales à respecter, et qui doivent effectivement être respectées. Ce qui peut signifier que plus tard, beaucoup plus tard, quand le temps aura fait son œuvre, l'intégralité de cette correspondance nous sera enfin révélée. Et Malisset de me dire « mais c'est toujours ça, non, ce que je pouvais publier ». Eh bien, je n'ai eu qu'à en tomber d'accord. Oui, c'est vrai, c'est toujours ça. Et telle qu'elle est, cette correspondance, si largement amputée qu'elle soit, est bien loin de manquer d'intérêt. Alors, en quelques mots d'abord, un bref résumé biographique concernant ce Louis Massignon. Il était né en 1883, c'est-à-dire 15 ans après Claudel, qui longtemps lui est apparu comme un grand aîné. Et comme Claudel, après avoir été élevé dans le catholicisme, il avait perdu la foi, autour de sa 14e année. Mais chez Claudel, cette incroyance fut brève, puisque dès 18 ans, Claudel était redevenu croyant. Tandis que pour Massignon, le retour à la foi ne s'opéra qu'en 1908, c'est-à-dire quand il avait 25 ans, et dans des circonstances assez dramatiques. Pour Claudel, tout se joua dans sa vie intérieure, tandis que l'existence de Massignon fut autrement secouée que celle de Claudel. Ce jeune homme, ce jeune Massignon, se passionnait pour les langues orientales, l'arabe particulièrement, et il se préparait à une carrière universitaire. À 21 ans, il constituait un diplôme d'études supérieures consacré à l'histoire de l'ancien Maroc. Et en 1907, le voilà qui est au Caire pour ses recherches islamiques. Et il découvre là le destin de cet Al-Halaj, mystique musulman du Xe siècle, qui avait été mis à mort, qui avait été crucifié à Bagdad comme hérétique par les autorités religieuses de l'islam. Et cette espèce de saint musulman le fascine par sa grandeur et sa passion. Ces maîtres parisiens qu'il considère comme un islamisant de première ligne, exceptionnellement doué, lui proposent de l'associer en 1907 à une mission archéologique à Bagdad, précisément. Il accepte avec enthousiasme, mais voilà qu'il est arrêté par les Turcs, à Ctésiphon, sur le Tigre, dans l'ancienne Assyrie, arrêté comme espion, et ainsi qu'il l'écrit lui-même, presque sur l'emplacement même où le corps supplicié de Al-Halaj, arrosé de pétrole, avait été consumé. Le 3 mai 1908, se croyant perdu et promis à la torture, ayant tenté de se suicider, il connaît un bouleversement énorme. Et il a le sentiment d'une présence divine à ses côtés, pour mieux dire en lui. Ses amis arabes parviennent à obtenir des Turcs qu'il soit relâché, mais il est tombé malade d'une fièvre pernicieuse. On le transporte à l'hôpital de Bagdad. Il se débat alors dans un drame à l'intérieur de sa pensée, luttant contre les idées qui lui sont venues à Ctésiphon. Comme Claudel dira qu'il s'est lui-même débattu de 1886 à 90 contre ce dont il avait été possédé au cours d'une après-midi inoubliable, paraît-il le jour de Noël 86, et à la fin de juin 1908, à Beyrouth, Massignon redevient le croyant qu'il avait été jadis, mais cette fois avec un emportement de ferveur et une puissance de certitude qui ne le quitteront plus jamais. Et c'est en août de cette année 1908, le 8 août, qu'il écrit sa première lettre à Paul Claudel, une lettre qu'il signe « Louis Massignon, membre de l'Institut français du Caire, chargé de mission en Mésopotamie. » Claudel est alors en Chine comme consul de France à Tientsin.
Eh bien, une des choses les plus intéressantes dans les lettres de Claudel concerne sa fameuse visite ou station à Ligugé en septembre 1900. Il avait donc 32 ans. Que je vous rappelle les circonstances, les faits. Puis 5 ans, c'est-à-dire depuis 1895 à peu près. Claudel il est tourmenté, c'est pas assez dire. Vous savez, il est rongé par une question lancinante. Comme il n'a aucun goût pour le mariage, et que sa foi lui interdit toute liaison féminine, Claudel se demande et se redemande s'il n'est pas appelé à la vie religieuse, à la vie monastique. C'est ainsi qu'on a vu en Chine, à Fuchiu, muer en prêtre son personnage de Coeuvre dans sa pièce de théâtre intitulée La Ville. La première version, qui était écrite 7 ou 8 ans auparavant, faisait de Coeuvre un poète. Et il n'était pas difficile de devenir que ce personnage de Coeuvre était Claudel au fond de lui-même, et le poète, vous voyez, devenait prêtre. Et dans la seule pièce nouvelle que Claudel ait écrite en Chine, à Fuchiu, Le repos du 6e jour, c'était l'histoire d'un empereur d'Asie qui quittait tout pour aller s'enfermer dans un monastère. Que de fois, par la suite, Claudel parlera de ce qui s'est passé à Ligugé et de la réponse qu'il aurait reçue de Dieu dans sa méditation pénible et douloureuse sur ce qu'il lui fallait faire de sa vie. J'ai déjà souligné dans mon ouvrage Le converti Paul Claudel à quel point ses propos sur ce sujet s'ajustent mal les uns aux autres. C'est la même constatation que nous allons pouvoir faire dans cette correspondance. Et selon les dates, ce sont des choses très différentes qu'il confie à Massignon quant à son aventure intérieure de Ligugé. Regardons un peu ça de près. La première mention est du 19 novembre 1908, donc pas très peu de temps après la première lettre. Lisons. « L'angoisse que j'éprouvais, dit-il, à me demander ce que Dieu attendait de moi, cette angoisse était devenue si forte que j'avais réclamé d'entrer comme novice à Ligugé, ayant fait le sacrifice complet de la poésie, de cette création littéraire qui lui tenait si fort à cœur et qui lui donnait de grandes joies artistiques. Mes supérieurs m'ordonnèrent, en raison des événements, il veut parler du soulèvement nationaliste et xénophobe en Chine, vous savez, la révolte des Boxers, m'ordonnèrent d'attendre et de repartir pour la Chine. Seulement, voilà, il ajoute avec loyauté, il est probable que si j'avais demandé d'une manière vraiment ferme de rester à Ligugé, j'y serais resté. Mais le cœur me manquait, et ce sacrifice du don principal, qui constituait sans doute ma vocation, à savoir le renoncement à toute création poétique, était trop grand pour mes forces. Et bien voilà qui est clair. C'est Claudel loyalement qui avoue que la vie religieuse lui a paru trop rude, et qui n'a pas voulu renoncer aux délices de l'art. On notera que dans ces lignes du 19 novembre 1908, il ne dit pas un mot d'une réponse qu'il aurait reçue de Dieu directement. Ce sont ses supérieurs, dit-il, ce sont les supérieurs qui ont tranché. Or, l'année précédente, 1907, dans une lettre du 3 mars 1907 à André Suarez, Claudel s'était exprimé tout autrement, mettant le ciel en cause et lui attribuant un commandement précis. Je cite, « Dieu m'a signifié, il écrivait ça carrément à Suarez, Dieu m'a signifié que j'avais le devoir de rester dans le monde. » Mais passons à 1909. Lettre du 19 octobre 1909 à Massignon, cette fois Claudel est catégorique. C'est après une retraite à Ligugé que j'ai compris que Dieu ne voulait pas de moi pour son prêtre et me repoussait de ses autels. Ce fut un moment bien cruel dans ma vie. Tiens. Oubliez l'aveu de 1908 sur son refus d'immolation, sur sa faiblesse, sur son impuissance à renoncer aux délices esthétiques. D'ailleurs, je me demande si c'était bien seulement ça, à cela qu'il n'avait pas le courage de renoncer. Est-ce qu'il ne comparait pas, plus ou moins sourdement, la perspective d'une vie cloîtrée, d'une existence inconnue, à ce que pouvaient être les avantages multiples et séduisants d'une carrière administrative couronnée par une grande carrière littéraire? Une fois que serait reconnu par le monde ce génie d'écrivain dont il se sentait habité, possédé. Eh bien, en 1909, effaçant, raturant pour ainsi dire ce qu'il avait écrit, qu'il avait avoué l'année précédente à Massignon, d'ailleurs peut-être qu'il ne se souvient pas exactement de la lettre antérieure, Claudel adopte devant son nouveau correspondant le rôle qu'il s'est assigné et celui qu'il a assigné au Seigneur dans ses propos à Suarez. Il n'y a plus question d'un manque de courage de sa part. Non, Dieu s'est prononcé, comme il dit. Dieu n'a pas voulu de moi. Dieu m'a repoussé de ses autels. 2 ans se passent. Nous voici en 1911. Lettre à Massignon du 24 novembre 1911. Voyons le texte. Jadis, dit-il ce jour-là, j'étais très tourmenté de toute cette littérature à laquelle je m'adonnais. Et j'ai souvent demandé à Dieu ce qu'il en pensait. Je n'ai jamais eu de réponse qu'une fois, dans le fameux séjour à Ligugé. Et alors, j'ai eu le sentiment d'un mépris immense
écrasant. C'est de nouveau sous sa plume Dieu à Ligugé qui lui aurait clairement fait sentir l'inanité de ces exercices esthétiques où il se complaisait. Mais Claudel s'en tient là, laissant seulement son correspondant conclure. Car il s'y est maintenu, et depuis lors plus que jamais, dans cette littérature dont le ciel, paraît-il, lui avait fait comprendre le néant, l'inexistence. 1912 maintenant. 5 mai 1912, renversement total. Sur son travail littéraire, sur sa vocation d'écrivain. Plus question d'un mépris de Dieu pour cette occupation, bien au contraire. Écoutez, je ne suis ni un saint François de Sales, ni un curé d'Ars. Mais j'ai fait une chose pour laquelle Dieu m'avait préparé et envoyé comme une flèche. Autrement dit, je suis le grand poète chrétien que Dieu s'est réservé en ces jours comme Dante jadis. Et la dernière occasion, du moins dans le lot de lettres que nous ai mis sous les yeux, où Claudel revient sur l'événement de Ligugé, c'est en 1912 encore, un mois plus tard, le 5 juin. Ce qu'il appelle son métier, entre guillemets, son métier d'homme de lettres, il déclare à présent, exactement comme il avait fait en 1907 devant Suarez, que, attention aux mots qu'il emploie, que le sacrifice à peu près sincère que j'en avais fait autrefois, à peu près, c'est là que se glisse à peine perceptible une référence à l'aveu de non-sacrifice que nous avons vu dans l'année 19 novembre 1908, ce sacrifice, ce douteux sacrifice, n'a pas été agréé. Au total, après une seule confession rigoureuse, lâchée par Claudel au début de ses relations épistolaires avec Massignon, nous l'avons vu reprendre, retirer, corriger, annuler cet acte unique de dénudation morale auquel il s'était abandonné, pour s'abriter ensuite derrière un impératif divin dont nous savons bien qu'il relève entièrement de la fiction. Refeuilletant une dernière fois cette correspondance avant de vous en parler, je m'aperçois. J'ai laissé passer 2 allusions encore de Claudel à sa tentative manquée de septembre 1900. Le 13 août 1911, il avait récidivé un instant dans l'aveu, écrivant ce jour-là à Louis Massignon que le goût de l'écriture, la joie créatrice, l'avait empêché, le terme est là bien clair, l'avait empêché d'avoir devant Dieu cette simplicité d'intention qui eût été décisive pour l'orientation de sa vie. Et précédemment, de Prague toujours, le 17 juillet 1911, il avait eu cette ouverture de cœur qu'il nous faut retenir. Je considère ma vie comme une vie manquée. Celui qui a entendu l'appel irrécusable de Dieu comme je l'ai entendu, tiens, voilà maintenant que Dieu ne le récuse plus, ne le repousse plus, au contraire, Dieu l'avait appelé. Il en gardera l'incurable nostalgie. Mais que puis-je faire? Il est trop tard. Un trop tard assez reposant, car le problème par bonheur est maintenant réglé, Claudel étant désormais protégé de son effrayante vie monastique et de tous ses renoncements, protégé par sa condition d'homme marié et de père de famille. Quant à son art, quant à la littérature, il déclare, dans cette lettre du 17 juillet 1911, qu'après tout, il aura tout de même servi à quelque chose. Puisque, dit-il, mon but est de chanter la gloire de Dieu et de faire contribuer à ce concert toutes les puissances de l'univers. Nous l'entendrons plus tard, beaucoup plus tard, octogénaire, devant le micro, dans ses conversations avec Amrouche, d'où sortira le volume intitulé « Mémoires improvisées », nous l'entendrons reconnaître, avec une espèce de cynisme de vieillard, là, comblé d'honneur et d'argent, reconnaître, allons, que c'étaient des justifications spécieuses et commodes, auxquelles il avait si longtemps recouru, pour attribuer une intention haute, édifiante, religieuse à son travail d'écrivain. Alors qu'en vérité, dira-t-il tout net, je n'ai jamais eu d'autre éperon que l'appétit de l'art pour l'art et l'ivresse de la délectation d'écrire. Il y a autre chose dans cette correspondance. L'avertissement qui nous est donné que les œuvres complètes de Claudel, ses œuvres en prose, ne seront pas réellement complètes tant qu'on n'y aura pas adjoint la série des articles anonymes composés de 1912 à 1914 par Claudel pour une petite feuille catholique fondée par un prêtre, l'abbé Fontaine, et qui s'appelait le Journal de Clichy. Claudel s'attaquait là à un autre journal, une petite feuille anticléricale, le Réveil municipal de Clichy. Et Malicet nous révèle, après Louis Chaigne, il est vrai, Louis Chaigne, qui, dans sa vie de Paul Claudel, publié en 1861, nous avait déjà livré 2 fragments de ses articles. Et bien voilà que Malicet nous livre 3 articles complets, 3 articles de Claudel, prudemment signés d'une initiale fausse, M majuscule. Ces 2 articles, je dois le dire, sont navrants. Mais il est impossible à l'historien de n'en pas tenir compte. Et nous voyons ici Claudel se déchaîner contre la commémoration officielle de Jean-Jacques Rousseau pour le 2e centenaire de sa naissance, en juin 1912. Déjà, le journal de Clichy, du 6 juillet, c'était pas Claudel qui parlait, c'était l'abbé Fontaine dans son journal.
le 6 juillet, avait vociféré. Le régime abject, autrement dit la République, dont Claudel est fonctionnaire, le régime abject va porter au Panthéon ce qu'il pourra retrouver de Rousseau, comme il y a porté Nana et la Mouquette, en la personne de Zola. Mais voilà Claudel qui apparaît cette fois, et qui reprend contre Jean-Jacques toutes les calomnies bien pensantes sur cet individu qui, selon l'auteur de l'annonce faite à Marie, vécut pendant 8 ans au crochet, ce qui est faux, d'une dame âgée. La dame âgée, c'est Madame de Varins qui avait 28 ans, quand Jean-Jacques l'avait rencontrée, dont il était l'amant, bien contre son gré, devrait dire Claudel. Quant à la conclusion de l'article, elle est fidèle aux thèmes cléricaux d'ailleurs, et déclare que Rousseau est un quasi-dément, malade d'un délire de la persécution, l'histoire de sa vie n'est que celle du progrès du sombre mal dans une cervelle dérangée. Le misérable finit par se casser la tête d'un coup de pistolet. Eh bien, c'est signé Paul Claudel. Dissimulé sous une initiale trompeuse, comme je vous l'ai dit. Eh bien, encore une fois, ce sont des documents qu'il faudra bien mettre au jour intégralement et qui ne peuvent pas demeurer absents de l'histoire littéraire. En 1910, Massignon et Claudel se réjouissent conjointement de la condamnation du sillon par le pape Pie X. « Nous avons un grand pape !» s'écrie Claudel, transporté 5 jours après la bonne nouvelle de la foudre pontificale tombant sur Marc Sagnier. Malheureusement, il aura des déboires avec Massignon, lequel refuse, en 1937, de s'associer à la campagne que mène Claudel en faveur de Franco. Et si, en 1949, Massignon est encore assez satisfaisant, dans telle lettre où on le voit s'emporter contre, je cite, « ces modernistes qui dansent de joie évolutionniste à la flûte du père Teilhard et d'Emmanuel Mounier », l'année suivante, 1950, expliquant à Massignon que c'est à la bombe atomique et à elle seule que nous devons d'être préservés de l'invasion communiste, Claudel déplore âprement d'avoir vu Massignon signer l'appel de Stockholm pour l'interdiction de l'arme nucléaire. « C'est un vraisemblable papier, dit-il à ce correspondant, où figure votre nom, à côté de ceux de l'abbé Boulier, de Charles Tillon et de Pierre Cotte. » Et Massignon ayant terminé sa lettre précédente en embrassant son vieil ami, Claudel achève ainsi sa réponse « Recevez mon salut attristé. Quant à vos embrassades, je n'en ai que faire. » Ce sera pire lorsque Massignon aura le malheur de hausser les épaules devant ce qu'il appelle les slogans de tous les Kravtchenko. Et Claudel note dans son journal « Massignon déraille à son habitude, Kravtchenko, Ben Gurion, la hiérarchie qui ne ferait pas son devoir, etc. Nos voix divergent de plus en plus. » Massignon avait fini par rejoindre les catholiques de gauche de témoignages chrétiens. Et qu'aurait dit Claudel? Je crois bien qu'il aurait eu une attaque. Si je lui avais raconté, aussi ai-je eu grand soin de me taire, les propos véhéments que m'avait tenus Massignon. Nous étions allés, Massignon et moi, au Caire en 1937. La dernière fois que je le vis, dans un train entre Lausanne et Genève, quelques mois avant la mort de Claudel. Des propos incandescents sur l'affaire du Maroc et la nécessaire indépendance du Maroc, et surtout sur le cardinal Tisserand, dont Massignon parlait avec une espèce d'horreur, me disant tout cru, ceci même, Tisserand, un affreux bonhomme, un agent comme les autres, un homme du service des renseignements.